À la version longue cette semaine, je reçois Frédéric Côté, le directeur général du centre Le Partage, un centre en sécurité alimentaire qui couvre la Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, entre autres. C'est vraiment un organisme vraiment très intéressant, très actif et j'ai découvert aussi quelqu'un de très actif qui veut faire développer les choses, qui a plein de projets en tête. D'ailleurs, c'est ça, le 55 minutes, on dirait qu'on a à peine eu le temps d'effleurer tout ce qu'il y a en tête, mais on a vraiment fait un gros portrait et un bon portrait, je pense, de la sécurité alimentaire, de tout ce qui touche en fait ce truc-là dans le coin et des enjeux de ces temps-ci-là qu'on sait avec l'inflation qui monte, avec le panier d'épicerie de plus en plus cher. Je trouve qu'on a fait un beau survol de la situation. Donc, je vous laisse à l'entrevue. Bonne émission. Monsieur Frédéric Côté, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de l'invitation. On se connaît pas, on s'est pas vu. C'est mon collègue, en fait, qui a filmé un topo avec toi. On avait besoin de 5-7 minutes. Je pense que tu as parlé 25. Ouais, c'est mon genre. C'est mon genre. Il m'a dit, et j'ai pleuré un peu aussi. Ça aussi, c'est mon genre. L'émotion, tu sais. Puis il m'a dit, je pense que ça va l'inviter à la version longue. C'est gentil. Donc, tu es là. Mais avant de rentrer dans le partage, dans le sujet qui nous entoure, peut-être un peu ton background. En fait, tu sais, sans rentrer dans les temps, mais qu'est-ce qui a fait que tu as atterri au partage, en fait? Ah, ça, c'est une grande question. Je vais essayer d'être court. En fait, moi, j'ai des études en commerce international. Je me destinais pas du tout dans le monde communautaire. Je viens de Drummondville. Je suis né à Drummondville. J'ai vendu des intérieurs de train pendant 6 ans. Par la suite, j'ai fait un 6 ans en politique comme attaché politique et responsable de bureau de circonscription à Drummondville pour Yves-François Blanchet. Et j'ai rencontré ma conjointe là. Donc, la grande histoire courte fait en sorte que ma conjointe travaille pour Alain Terrien. Okay. Alors, moi, à Drummondville, elle à Saint-Constant. En 2014, on a perdu dans la circonscription de Johnson. Ouais. C'est correct, ça fait partie de la game là, en politique, exactement. Et puis là, on se posait des questions, on s'en va où? Alors, j'ai décidé de déménager dans le coin. J'ai travaillé pendant 1 an en relations publiques. Et par la suite, à la Prairie, j'ai vu que le poste de directeur adjoint au partage était disponible. J'ai envoyé mon CV et j'ai été engagé. Fait que c'est vraiment un résumé très court de mon parcours professionnel qui m'a emmené au partage. Et en fait, c'est ça. Fait que tu disais à la base, on est commerce national, tu ne destinais pas aux communautaires, mais... Pas du tout. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'avec justement peut-être le travail avec des députés aussi, il y a peut-être eu un contact avec le communautaire? Oui, absolument. C'est un très bon point. C'est là que j'ai eu mon premier contact avec le communautaire. Pas nécessairement positif parce qu'on était de l'autre côté, là, mais ceux qui ne donnent pas assez d'argent. Et voilà, c'est exactement ceux qui se font toujours critiquer, on va le dire comme ça. Mais j'ai compris un peu comment ça fonctionnait le communautaire. Ouais. Puis, je te dirais que le partage que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une façon de fonctionner qui est complètement différente de plusieurs organismes communautaires. C'est pas négatif envers personne. Il y a une gestion plus PME qu'organisme communautaire dans le sens où on est en développement beaucoup actuellement. On s'autofinance à 77%. Lorsque j'ai pris la direction en 2019, on m'a donné des mandats de développement autant de l'économie sociale que tous les services communautaires. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que je trouve intéressant et c'est ce qui fait en sorte que je suis encore au partage aujourd'hui. Ouais. Donc, parlons-en un peu du schéma. Là. Tu as dit que c'est autofinancé à 77%. Exact. 76,9 exactement pour être précis. Oui, on est précis. Oui, parce que dans mon rapport d'activité, c'est écrit 76,9. Je vais recevoir des courriels demain qui vont me dire... Oui, c'est ça, exactement. Mais donc, c'est la friperie qui est l'assise de tout ça. Absolument. La friperie, on a 2 friperies, une à la Prairie, une à Saint-Constant, les friperies La Voûte. Et on est maintenant gestionnaire de l'écocentre à Saint-Constant aussi en mode économie sociale. Oui. Donc, tout ça avec les dons, avec notre activité de financement, avec les dons qu'on ramasse à la guignolée, fait en sorte qu'on s'autofinance à 76,9% sur un budget de 3,2 millions annuellement. Oui, et là, c'est le terme qui est de plus en plus à la mode, l'économie sociale, oui. que en fait, le monde le faisait déjà avant de savoir que c'était de l'économie sociale. Exact. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce truc-là, surtout avec une friperie, l'idée de gens qui font des dons
et pouvoir le revendre pour pouvoir finalement lever de l'argent et faire les services et l'aide qu'il y a C'est tout autour. Exactement ça. C'est exactement ça. Quelque chose de très beau là-dedans. En fait, oui, c'est super bien résumé. En fait, on récupère les dons de la population, vêtements, des petits électros, des livres, des jouets. On fait le tri, évidemment. Et puis après ça, on retourne ça dans nos 2 friperies. Et les profits, essentiellement, ça sert à acheter de la bouffe. Ça sert à acheter de la nourriture, soit qu'on va transformer ou qu'on va offrir à l'aide alimentaire. Et mais par contre, c'est ça, friperie, ça demande une main-d'œuvre, ça demande quand même une grosse main-d'œuvre parce que trier puis gérer ce volume-là, ça se fait pas tout seul. Là, non. Comme déjà, ça, c'est une grosse gestion quasiment d'entreprise. Exactement. Le plus gros de nos employés rémunérés sont du côté économie sociale. Donc, friperie, centre de tri, écocentre. On a des chauffeurs qui se promènent sur la route. On a quand même 58 employés. En fait, il faudrait que je fasse attention. On a 58 postes ouverts. Comme partout ailleurs, on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a 58 postes offerts au partage qui sont rémunérés, dont plusieurs en friperie, effectivement. Mais on réussit, ça reste rentable. On réussit à dégager des profits qu'on réinvestit dans nos services. Tantôt, je parlais d'acheter de bouffe, mais c'est aussi ça qui nous permet de développer d'autres services à la vitesse qu'on veut et à la hauteur qu'on veut aussi. Fait que ça, c'est très, très, très avantageux pour un organisme communautaire de dire, écoute, j'ai pas besoin d'attendre une réponse positive d'un bailleur de fonds. Je peux pouvoir rêver, puis je peux pouvoir rêver grand. Ça, c'est super intéressant parce que le financement, on l'a nous autres mêmes. Ça ne nous empêche pas d'avoir du financement du gouvernement de Centraide, mais cette façon de faire-là fait en sorte qu'on peut rêver grand, puis on peut avancer plus rapidement peut-être que d'attendre de dire, ben là, j'attends la réponse du gouvernement. Si j'ai un oui, je le fais. Si j'ai un non, je le fais pas. Oui, c'est ça. Puis, souvent, on s'entend que l'argent du gouvernement, c'est plus des trucs à projet. Oui, exactement. Donc, il faut développer quelque chose. Là, je sais que vous êtes en développement, mais cet argent-là est quand même des fois lié à, OK, c'est plus serré dans la façon de le dépenser. Puis, je comprends pourquoi, mais des fois, moi, je trouve que c'est peut-être un peu trop serré, là, mais au moins, la friperie permet de dégager de l'argent que vous pouvez peut-être bouger, dire, ben là, OK, on a un problème plus là, ben, on le rechange plus rapidement de place. Exactement. Puis, tu parlais des gouvernements, puis je comprends, moi aussi, les critères qui soient serrés, effectivement. Le monde communautaire, on demande beaucoup plus une augmentation du financement à la mission plutôt que par projet, parce qu'un projet, ça débute, puis ça a une fin. Alors, après ça, pour pérenniser ces projets-là, ben là, il faut développer des façons d'aller chercher du financement autre. Il y a du positif puis il y a du négatif. Là. Souvent, par projet, ça permet d'injecter du nouvel argent dans le monde communautaire, que ce soit en itinérance, en sécurité alimentaire ou peu importe, là. Mais effectivement, le fait d'avoir de l'autofinancement nous permet de pouvoir dire, bien, regarde, je prends cet argent-là, puis je développe un nouveau service, puis on pourra en parler tantôt, comme le service des petites baleines pleines, par exemple, qui n'existait pas sur le territoire, qu'on a eu, ça vient de Drummondville, enfin, je viens de Drummondville, mais qu'on a eu l'idée de l'implanter ici, puis parce qu'on peut s'autofinancer, puis parce qu'on a eu un bon coup de pied positif au derrière pour pouvoir le démarrer de certains partenaires, bien, ça nous permet de développer des projets comme ça. Puis c'est en lien avec des besoins de la communauté. Là. On ne développe pas des projets juste pour développer des projets. On développe des projets en lien avec les besoins de la communauté. Puis on va y revenir, parce que j'aimerais ça peut-être qu'on rentre peut-être plus globalement. En fait. Donc, le partage est beaucoup en aide alimentaire, en sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Donc, vraiment, la grande catégorie de la sécurité alimentaire, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est saine alimentation. Évidemment, l'aide alimentaire, c'est notre plus grand service. Donc, on offre des denrées périssables et non périssables à des familles qui en ont besoin à chaque semaine, à la Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Et c'est notre plus gros service et c'est là qu'il y a la plus grosse augmentation de demande d'ailleurs. Oui, c'est ça. Là, il y a le rapport qui est sorti pas très, très longtemps. Là, exact, le bilan fin, oui. Oui, le bilan fin 2023. Fait que je pense que ça datait la prise de données, c'était plus au printemps. Oui, mars. En fait, c'est toujours mars que la donnée est prise. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même très récent dans ce bilan-là. Et c'était pas très positif et joyeux. Ce non, c'est pas... En fait, ça venait confirmer ce qu'on ressentait. Là, et voilà. De voir le prix de l'épicerie monter, l'inflation, évidemment, c'est ça. Les gens ont de plus en plus de difficultés
Mais vous le ressentez comment au partage, en fait? Vous le saviez avant? Ah oui. En fait, pour être bien honnête avec toi, la fin de la pandémie, on s'est tous dit, ça va redevenir un peu plus normal parce qu'on a eu une croissance durant la pandémie, ce qui est tout à fait normal. Ouais. L'emploi de fermier. Oui, exactement. Plein de gens qui sont venus cogner à la porte pour la première fois parce qu'il y en avait besoin. Mais on n'avait pas prévu l'inflation alimentaire, entre autres. Et l'inflation, je parle de l'inflation alimentaire, mais l'inflation de tout. Pour nous, au partage, l'an passé, c'est une augmentation de 39 % des visites à l'aide alimentaire. Notre année financière du 1er avril au 31 mars, puis là, depuis le 1er avril de cette année, c'est un autre 35 % supplémentaire. Fait qu'il y a une très, très grande augmentation, au-delà de ce qu'on s'attendait. L'an passé, puis je ne veux pas rentrer dans des chiffres trop, là, mais l'an passé, c'est 376 nouvelles familles qui ont utilisé le service d'aide alimentaire pour la première fois. Ouais. Puis je pourrais les catégoriser en 3. Okay. Évidemment, les familles de personnes immigrantes, si on s'y attendait, représentent 40 % à peu près de ces 376 familles-là. Une donnée extrêmement inquiétante, beaucoup de personnes âgées. Moi, je suis au partage depuis 2017 et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont entrées pour la première fois à l'aide alimentaire. Puis moi, je pense à ma grand-mère qui est décédée, mais je pense que ma grand-mère n'aurait jamais osé aller chercher de l'aide. Ouais. Parce que les gens, nos grands-parents, ça se faisait pas. C'était arrange-toi tout seul, puis tu es capable de t'arranger tout seul. Alors, je me dis que s'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont entrées dans le service l'an passé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas entrées dans le service, mais qui en auraient besoin. Alors ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est pour ça qu'on est en train de développer des stratégies pour aller vers ces personnes-là, pour aller les chercher. Donc, aller vers les personnes pour dire, regardez, peut-être que vous en avez besoin, venez voir, c'est pas si pire de venir chercher l'aide alimentaire. La troisième catégorie, c'est les travailleurs. Ouais. C'est des familles de travailleurs et même des fois les 2 adultes travaillent qui n'y arrivent plus. C'est du monde qui, avant l'inflation, arrivait à un surplus, puis je le mets en parenthèse, de 50 à 100 $ par mois. Rien pour mettre dans un REER ou dans un CELI, mais assez, tu le mets dans un au cas où, puis si tu ne l'utilises pas, bien, tu peux te payer des vacances l'été. Ouais. Mais là, ils ne sont plus à plus 50, plus 100, là, ils sont à moins 50, moins 100 par mois. Donc, fait que c'est ces gens-là. Donc, quand on dit que la pauvreté change, que la pauvreté évolue, c'est les nouveaux pauvres. Tu sais, on a les nouveaux, on parle souvent de nouveaux riches, là, mais au Québec, parce qu'on a une crise alimentaire en raison de l'inflation, on a des nouveaux pauvres. Ouais. Puis après ça, je te laisse aller, excuse-moi, je suis parti, mais puis il y a juste un endroit où on peut couper, hein? Ouais. Parce que si vous ne payez pas votre loyer, vous allez vous faire éjecter. Si vous ne payez pas votre auto, ils vont venir la chercher. Le téléphone, ils vont le couper. Même chose pour Hydro. Ouais. Alors, ce que les familles font, c'est qu'ils coupent dans la bouffe, dans la quantité et dans la qualité. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est là, les organismes en sécurité alimentaire, pour pouvoir pallier à ça. Oui, c'est ça. Bien, ce bout-là est inquiétant parce que c'est ça va faire exploser. Je veux dire, le fait que tout augmente, mais les salaires ne suivent pas. C'était évident qu'à un moment donné, ça allait craquer. Puis, absolument. C'est quand même inquiétant pour la suite des choses que, moi, ma copine et moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on commence à regarder pour acheter quelque chose parce qu'elle a eu un bon montant. Oui. Qu'elle a pu avoir, puis on a un bon cash down, très bon cash down que probablement pas grand monde ont. Exact. On regarde ça, puis on fait, même à ça, avec nos 2 salaires combinés, on a un bon montant, puis on fait, l'hypothèque va être cher pareil. Exact. C'est peurant. Puis là, tu fais, OK, si nous, on commence à pas être capable d'acheter avec le bon cash down, avec les salaires quand même corrects à 2, ça va pas bien. Qui va pouvoir, c'est ça, exactement. Ça, c'est une étape d'espèce de domino qui va juste tomber éventuellement. Fait que ça devient stressant. Des fois, je regarde ça, je fais, OK. Ouais. Moi, je faisais des gags. Bon, j'ai un humour un peu noir avec mes amis, mais tu sais, à un moment donné, je disais, éventuellement, là, nous autres, ça va être nous autres qui va être comme dans la rue, tu sais. On va travailler au salaire qu'on a, puis on va être dans la rue. Exact. Mais c'est effectivement, mais ton image, non, c'est ça, ton image est excellente. Puis malheureusement, je dois dire qu'on est au début de quelque chose. Ouais. Tu sais, on n'est pas, OK, encore une couple de mois, puis ça va finir. Là. On est au début de cette problématique sociale-là qui fait en sorte que les gens n'y arrivent plus. Puis même des gens qui sont en moyen, dans le sens... puis ça, c'était peurant. Ouais. C'est dramatique, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là,
on dirait que je voyais deux pistes dans ma tête, mais on va rester sur donc l'augmentation de l'inflation alimentaire. Oui. Bon, on voit que c'est ça. La demande d'aide explose. Mais de l'autre côté, vous disiez que vous achetez de la bouffe pour compléter les trucs. Fait, on a le même problème. Vous avez le même problème. On a le même problème. Ça commence à être compliqué à... Oui. Ben, il y a eu des études qui ont démontré que certains produits ont augmenté de 20 %. Ouais. Donc, la pièce que j'ai investie pour acheter de la bouffe, aujourd'hui, j'en ai moins que l'année passée et que il y a 2 ans. Alors ça, c'est comme nous autres aussi, on vit cette problématique-là. Exactement. Parce qu'à chaque année, puis ça va être la même chose au guignolé qu'on va avoir. Les gens qui se disent, moi, j'ai un budget, je donne, peu importe, là, 20 ou 40 en denrées à guignoler, bien, ils vont en avoir moins à nous donner que les années passées. Alors, c'est vraiment une mauvaise spirale, comme tu dis. C'est vraiment une spirale qui amène vers le bas, qui n'est pas nécessairement positive actuellement. Ça, fait que, mais là, comment vous vivez avec ce stress-là? Donc, plus de demandes et moins de... et votre argent achète moins de bouffe, donc il y a moins de stock. On a dû diminuer la quantité qu'on offre. Cela dit, il y a toujours une baisse à peu près rendue ici, un peu parce que le garde-manger qu'on a pour l'année a diminué. On a la chance au partage de ne pas avoir refusé personne. Parce que ce qui est dramatique aussi, c'est qu'il y a des organismes à travers le Québec qui ont commencé à refuser du monde. Puis ça, c'est épouvantable. Imagine, tu as 2 enfants, puis tu piles sur ton orgueil, tu brises toutes les barrières, tu vas cogner à un organisme, puis l'organisme dit « Je suis désolé, j'ai rien à te donner, je vais te mettre sur une liste d'attente. » On est au Québec, on n'est pas en Afrique, là, je veux dire. Ça serait même pas acceptable en Afrique, mais c'est pas acceptable au Québec non plus. Ça n'a pas de sens que des gens soient pas capables de se nourrir au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a juste pas de sens. Mais mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a du financement. À court terme, c'est du financement. Ça prend du financement. Malheureusement, les gouvernements, autant fédéral que provincial, n'ont pas renouvelé certains fonds, comme un fonds d'urgence d'aide alimentaire qui était géré par le PSOC. Le gouvernement fédéral a arrêté tous les fonds qu'il y avait qui étaient en lien avec la COVID, puis je le comprends. C'était des fonds en lien avec la COVID, mais la réalité, c'est qu'actuellement, il y a une plus grande demande que durant la COVID. Là, il y a une mise à jour économique du gouvernement provincial qui a annoncé un 10 millions alors que c'était 18 millions qui étaient demandés. Bien, mais merci. Ouais. Mais à court terme, ça va prendre plus que ça. Ça va prendre de l'argent. Puis je suis pas du genre, tu sais, on a la philosophie d'essayer d'aller chercher notre argent nous-mêmes, mais à court terme, pour l'ensemble des Québécois, pour l'ensemble des Québécoises, des gens qui ne mangent pas, ça va prendre du financement gouvernemental. Après ça, à moyen terme, il y a des plus grandes mesures à y avoir. Il faut aller creuser, voir un peu l'argent ou le prix de l'aliment, il est dû à quoi? Ouais. Est-ce que c'est vraiment parce que l'essence a augmenté? Est-ce que c'est vraiment parce que la chaîne d'approvisionnement tout a augmenté? La guerre en Ukraine. Est-ce que c'est vraiment la guerre en Ukraine ou c'est une inflation de profit? Bien là, moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense sérieusement qu'il va falloir analyser tout ça pour pouvoir arriver à une constatation qui va être peut-être que c'est vrai que toute la chaîne d'approvisionnement a augmenté. Mon pouce me dit qu'il n'y a pas juste ça. Oui, je pense qu'il y a un milieu, là, c'est ça. Ouais. C'est pas d'un bord ou l'autre, je pense qu'il y a quelque chose dans le milieu. Exactement. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des aliments qui ont augmenté plus que l'inflation. Là, oui. Puis, tu vois que c'est pas égal, il y a tout a augmenté, mais des trucs plus que d'autres. Puis tu te dis, mais pourquoi lui? Puis là, tu commences à te poser des questions, puis tu fais, OK, c'était plus l'inflation. Fait tu justifies comment? Exactement. Puis si on regarde, on pourrait juste regarder, en fait, avant la pandémie, le pétrole ou l'essence coûtait combien? Juste avant la guerre en Ukraine, le pétrole, l'essence coûtait combien? Puis maintenant, il coûte combien? Puis je pense que très rapidement, ça ne peut pas être une justification de l'inflation. Mais là, on rentre dans des débats beaucoup plus grands que l'aide alimentaire, mais il y a quelque chose à gratter là, assurément. Oui, ça, c'est une responsabilité gouvernementale d'aller gratter. Exactement. Il y a quelque chose de plus grand qu'on ne peut pas... Exactement. Mais tu sais, c'est sûr que si on regarde l'essence, là, en plus, le baril a descendu beaucoup dernièrement. L'essence, tu fais comme bon. C'est un truc qui fluctue, mais tu sais, on gaz à 1,60. Exact, quelque chose, c'est ça. Okay, pas plus, pas moins qu'avant la pandémie ou qu'avant la guerre en Ukraine. Fait qu'en tout cas, bref.
je lance ça dans les airs. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut que quelqu'un aille vérifier tout ça. Mais c'est ça. Donc, c'est ça à court terme. Il y a donc un manque d'argent, mais c'est ça. Il va falloir quand même... Là, c'est ça qui est stressant, c'est que là, mettons, elle arrive, la guignolée. Ouais. Fait, moi, l'image que je me dis, c'est que bon, le monde donnait, mais là, s'il y a des travailleurs qui ont besoin d'aide, ils ne donneront plus. C'est eux autres qui viennent chercher des paniers. Oui, c'est ça. Exactement. Comment vous voyez ça, la guignolée? C'est une très bonne question. En fait, nos prévisions sont à la baisse. Ouais. J'aimerais ça avoir une belle surprise, puis que ce ne soit pas le cas. Je pense qu'on va avoir moins de denrées. Je pense qu'on va récolter moins d'argent aussi. On pourra se rappeler, puis je te donnerai des chiffres, là, mais écoute, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, je pense que c'est raisonnable de penser qu'il va y avoir une baisse. Je le souhaite pas, je la veux pas, mais ce serait normal avec ce qu'on est en train de vivre. Là. Mais, tiens, on va juste parler de la guignolée, parce que, tu vois, moi, j'habite Verdun, puis cette semaine, quelqu'un est venu mettre juste un rappel, un petit flyer, que ça s'en vient bientôt, en tout cas, dans notre coin. Si je veux faire des dons, qu'est-ce que je devrais mettre en priorité, mettons, au lieu de juste imaginer que ça prend ça, mais qu'est-ce que je mettrais en priorité dedans? Il y a plein de façons de faire. Évidemment, l'argent nous permet de dépenser sur des produits spécifiques durant l'année quand on en a besoin. Ouais. Ça empêche d'entreposer et de payer du pied carré d'entrepôt. Ça, c'est une chose. Maintenant, les denrées, nous, c'est toujours les mêmes choses qu'on a achetées à chaque année à coup de palette. Tout ce qui est des produits en tomates, toutes les cannes en tomates. Des pâtes alimentaires, c'est bien. On en a toujours en grande quantité, c'est facile à donner. Les légumes en canne, ça aussi. Mais tout ce qui est protéines en canne aussi. Exemple, le thon, le poulet, des trucs comme ça. Les protéines en canne. Ça, c'est pour le partage. Je ne sais pas. Je ne parle pas au nom de l'ensemble des organismes, là, mais de notre côté. Quand même, là. Éviter l'alcool. Éviter tout ce qui est alcoolisé, on ne les redonne pas. Okay. Nous, on veut faire manger les gens. Fait que des brosses à dents, des trucs comme ça, c'est le fun à recevoir aussi. Mais c'est pas notre mission. Ouais. Nous, on veut les faire manger. Bon, on veut qu'il y ait des dents propres aussi, là, mais on veut les faire manger. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça. Puis l'argent pour aider aussi, l'achat de viande. Exact. Absolument. Absolument. Okay. C'est à ça que ça sert durant l'année, d'ailleurs. L'argent qu'on reçoit, ça sert, oui, à acheter quand, par exemple, on n'a plus de produits mais ça sert aussi à agrémenter le panier de Noël de plus de viande, de gâteaux vachons, de pain tranché, des trucs qu'on n'a pas durant l'année à offrir à notre monde. Là. Okay. C'est bon, parce que je vais essayer de me faire un petit sac oui, cette année. Mais tout va passer de toute façon. Il n'y aura pas de gaspillage, ça c'est sûr. Éviter de donner les cannes qui sont passées date aussi. Ouais. Souvent, c'est ça qu'on fait. On va chercher dans le fond là, ce qu'on n'utilise pas. Il y a un tri qui se fait. Ça peut être offert quand même, mais calculez pas comme, mettons, si vous dites, je veux donner 10 systèmes. Là. Donnez du surplus si vous voulez, mais le plus possible avec des dates qui sont encore bonnes. Là. Parfait. Fait que, j'invite tout le monde à vérifier ça là, dans vos localités. Ça s'en vient, c'est souvent début décembre. Mais ça toujours, nous, c'est toujours le premier dimanche de décembre. Donc, le 3 décembre, c'est la guignolée porte-à-porte. Okay. Et le 7 décembre, c'est la guignolée des médias, où on va être sur le coin des rues en train de faire des parties, mais ramasser votre argent. Ouais, donc, gardez votre change pour le 7 décembre au matin. Oui, c'est ça. Le change, souvent, on n'a plus bien. En plus, là, ce temps-là, fait que ça, on est capable d'en avoir un exact. Peu. Donner ça, mais sinon, j'imagine qu'on peut faire des dons. Oui, il y a toujours des dons en ligne. Il y a des pages, là, entre autres, durant la guignolée des médias, on va remettre un papier aux gens, justement, qui disent hey, j'ai pas de change. On va remettre un papier où il y aura un code QR qui va mener directement à un formulaire pour donner. Sinon, chaque organisme a des liens là, pour aller faire des dons directement. Et on va revenir à la sécurité alimentaire, parce que tu disais sécurité alimentaire, c'est comme le grand chapeau. Oui, en exact. fait. L'aide alimentaire, c'est une grande partie, mais les autres parties, ça ressemble à quoi? En fait, c'est plus comme des ateliers. On dit toujours, on ne veut pas juste donner le poisson, on veut apprendre à pêcher. Ouais. Donc, dans tout le système de sécurité alimentaire, on a des cuisines collectives, on a des ateliers culinaires, des jardins collectifs. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage, l'éducation, autant au niveau de quoi manger, comment manger, mais de comment faire l'épicerie de façon que ça coûte moins cher, comment lire une étiquette, des choses comme ça. Donc, on est vraiment, on se fait des cuisines, mais aussi dans des ateliers
pour apprendre, comme je le disais, là, à faire l'épicerie à moindre coût, des choses comme ça. Et à côté de ça, on a d'autres programmes comme les repas réconfortants des jardins, où on a eu un financement du Grand Mouvement des jardins qui a 3 objectifs. Le premier, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère sur le territoire, puis si on n'est pas capable de le passer, dans le sens de si on ne l'a pas passé à l'aide alimentaire, on ne veut pas le perdre. On a un réseau d'autres organismes à qui on peut le distribuer, mais on en garde pour faire de la transformation. Ouais. Et après ça, on fait des repas tout préparés qu'on redonne à l'aide alimentaire. Fait que ça, c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est avec des jeunes qui viennent en cuisine, cuisiner. Donc, ça permet ça aussi. Puis j'ai dit 3 objectifs, mais c'est pas mal ces 2 objectifs-là. Fait qu'on va rester avec 2. Et il y a le programme aussi des petites bed and plans. Ouais. Qui permet à des jeunes d'âge primaire de recevoir un dîner et 2 collations à tous les jours scolaires, et ça totalement gratuitement pour la famille. Ça, c'est le pourquoi il y avait un topo récemment avec nous. Là, exact. Concertation Horizon. Mais puis ça avait l'air de vraiment te tenir à cœur, oui. Ce projet-là. Oui. L'idée, parce que tu as dit que ça venait de... Ça vient pas juste toi qui as fait non, comment ça s'est passé, en fait? Là? En fait, moi, je viens de Drummondville, comme je l'ai dit, puis la tablée populaire à Drummondville a démarré il y a plusieurs années les petites boîtes à lunch. Donc, c'est vraiment le même principe, c'est d'offrir aux jeunes d'âge primaire une boîte à lunch pour qu'il y ait un dîner. Et c'est vraiment identifié par les équipes écoles et par la suite, là, les gens sont inscrits. Alors, on s'est dit, crime, il y a un besoin dans le coin, je vais le dire comme ça. Ouais. C'était pas prévu qu'on démarre aussi rapidement que ça, mais j'ai une grande gueule. Fait que j'en parlais partout. Je disais, hey, ça serait le fun qu'on démarre ça. Puis il y a la ville de Sainte-Catherine qui a dit, ah ouais, j'aimerais ça que tu démarres ça maintenant, dans mes 3 écoles à Sainte-Catherine. Voici un chèque pour démarrer. Ça fait, puis j'ai pas honte de le dire. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que le programme a démarré. Ouais. Après ça, on a fait une demande à Concertation Horizon. Ce financement à côté-là permet de payer les employés en cuisine, parce que c'est des employés en cuisine qu'on a, ce qui nous permet de pouvoir avoir un plan de partenariat de parrainage où je peux dire aux entreprises, aux familles qui parrainent des enfants, le 1 000 $, parce que c'est 1 000 $ par année par enfant pour parrainer un enfant. Le 1 000 $ que tu me donnes, je te garantis que 100 % va aller pour acheter de la bouffe à l'enfant, parce que j'ai du financement à côté. J'ai de l'autofinancement aussi, mais j'ai du financement de Concertation Horizon. Donc, essentiellement, la façon que ça fonctionne, c'est comme je disais, les équipes écoles, que ce soit la direction, les professeurs, les services de garde, vont identifier l'enfant qui vit de l'insécurité alimentaire. Comment on fait ça? Bien, des fois, c'est facile. Pas de lunch du tout. Des sandwichs au beurre, du McDonald's à réchauffer alors qu'il n'y a pas de micro-ondes dans les écoles. Ouais. Ça, c'est vraiment 3 histoires réelles qu'on a eues durant la première année. Donc, à partir de ce moment-là, comme le lien de confiance entre le parent et l'école est déjà établi, c'est l'équipe école qui va contacter le parent pour lui parler des petites bed and plans. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet aussi d'aller vers ces gens-là, parce qu'en même temps, ils vont dire, connaissez-vous les autres services du partage? Ouais. Alors ça peut aider à briser des barrières, justement, peut-être de familles, de parents, qui ne nous connaissaient pas, qui ne pensaient pas qu'il y aurait droit et qui n'osaient pas venir nous voir. Mais si on vient aux petites bed and plans, à partir du moment où la famille dit oui, ce qu'on fait, c'est qu'on lui remet une boîte à lunch. Et l'enfant part le soir avec sa boîte à lunch vide et revient le lendemain matin avec sa boîte à lunch vide aussi. Et il va aller la déposer exactement au même endroit que n'importe quel autre élève. De cette façon-là, on s'assure qu'il n'est pas identifié et qu'il n'y a pas personne, aucun camarade de classe va dire « Ah, toi, t'es pauvre, tu vis de l'insécurité alimentaire, tu as le droit à un programme gratuit. » Pendant ce temps-là, très tôt le matin, on a des gens en cuisine, des bénévoles et des personnes rémunérées qui vont cuisiner le dîner, les 2 collations, qui vont être livrés avant la première récréation. Et il y a quelqu'un à l'école qui va aller prendre ça et qui va aller déposer ça dans la boîte à lunch de l'élève. Ce qui fait en sorte que l'élève, quand il arrive à sa première récréation, il a son lunch, il a ses 2 collations. Alors, on vient travailler évidemment le fait que l'élève va manger au moins un repas par jour. Ouais. Des fois, c'est son seul. Ouais. C'est sain parce que ça a été suivi par une nutritionniste. Ouais. Mais on sait qu'un élève qui a le ventre vide apprend moins. Ouais. Alors, on s'assure que cet élève-là a la même chance de réussite scolaire que n'importe quel autre élève. Alors, c'est ça, les petites bed and plans. Et je ne le prendrai pas, le crédit, c'est vraiment calqué sur le programme des petites boîtes à lunch à Drummondville. Et ça, c'est extrêmement... On est rendu à 75, là. OK. 75 qui, à chaque jour, vont recevoir leur dîner, leurs 2 collations actuellement. C'est quelque chose que, des fois, on n'imagine pas. Non.
ben, des fois, on le disait, puis à l'époque, le petit déjeuner qu'on entendait parler, puis ça existe encore. Oui, ça existe encore, mais on dirait que dans ma tête, il y avait déjà quelque chose partout. Là, de moi de l'extérieur. Ah oui, ça doit être déjà organisé quelque chose. Puis là, de se rendre compte, ah ouais, non, c'est pas partout non, exactement. organisé. Puis mais ça partit, donc ça a commencé quand, finalement? Ça fait, on est dans notre 3e année, notre 2e rentrée scolaire. Donc, ça a démarré il y a 3 ans, un peu après la rentrée scolaire. Mais on est vraiment, là, on est dans 6 écoles, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine. On aimerait le déployer dans d'autres écoles. On a des enjeux de personnel, évidemment, mais aussi parce que les écoles n'ont plus de micro-ondes. Ça paraît banal, mais pour offrir des repas chauds à nos élèves, on travaille avec des thermos. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste de faire le repas qui peut être réchauffé au micro-ondes, qui était le plan au départ des petites baleines pleines. Là. Puis là, je ne rentre pas là-dedans. Je me demandé pourquoi il n'y a plus de micro dans les écoles, mais c'est pas... c'est une très bonne question. C'est ça la question, mais c'est pas toi qui... En fait, moi, je peux dire ce qu'on m'a dit parce que je milite. En fait, ta question est très bonne parce que je vais y aller avec les petits baleines. En fait, eux autres aussi, les écoles vivent une pénurie de personnel. Donc, quelqu'un s'occuper du micro-ondes, c'est compliqué. Ça a été enlevé durant la pandémie, évidemment. Ça n'a pas été ramené. On oublie les petites baleines pleines. En termes de sécurité alimentaire, essentiellement, ce qu'on vient de dire, c'est, bien écoute, nous autres, on enlève les micro-ondes dans les écoles. Si tu veux que ton enfant mange du chaud, ben fais du thermos ou paye-toi le traiteur. Ouais. Moi, j'ai 800 quelques familles qui ne sont pas capables de se payer le traiteur. Ouais. Alors, cette mesure-là, qui a l'air extrêmement banale, c'est une mesure discriminatoire pour mes 800 familles. Ça, c'est juste la Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, mais c'est sur l'ensemble du territoire. Ouais. C'est discriminatoire pour ces familles-là qui ne peuvent pas s'acheter une solution. Alors, à partir du moment où tu ne peux pas t'acheter une solution, ben c'est une mesure discriminatoire. Ouais. Fait qu'on oublie les petites baleines pleines, ça serait beaucoup plus simple pour nous. Ouais. Mais en général, le fait d'avoir enlevé les micro-ondes des écoles, c'est discriminatoire pour les gens qui ne peuvent pas s'acheter un traiteur ou qui ne peuvent pas s'acheter une solution. Alors, eux autres, on leur dit, bien, arrange-toi. Arrange-toi. Fais-les ton thermos le matin, réchauffe-les 10 minutes avec de l'eau chaude, puis lave-les à la main le soir. Ça, c'est pas pire si tu as un enfant. Quand tu arrives à 4 puis 5, ça devient compliqué. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, bon, ce programme-là que tu as pris de Drummondville, mais tu sais, ce serait intéressant qu'il se répande. Tu as un moyen de faire brasser ces idées-là? Ben oui. Je sais que la concertation Horizon aussi, c'est un peu l'idée de rassembler exactement. plein de monde, On est en train de... Nous, on a atteint notre capacité. Ouais, puis je trouve ça triste. On a atteint notre capacité en lien avec les thermos, de ce qu'on pouvait faire, en lien avec le personnel qu'on a. On est en train de travailler sur d'autres options. Parce que l'objectif, c'est au moins de l'avoir, ce programme-là, dans l'ensemble des écoles primaires de la Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine. J'ai eu plusieurs appels de d'autres villes, d'autres régions qui disent « Hey, c'est quoi ça? On aimerait ça l'avoir. Comment qu'on fait? » On est en train de le peaufiner un petit peu à la sauce locale. Je veux juste dire qu'à Drummondville, les micro-ondes sont venus. Mais ici, on est en train de travailler peut-être une nouvelle façon de faire. Il y a déjà des traiteurs dans les écoles. Peut-être que ça pourrait devenir des super partenaires dans ce projet-là. Il y a différentes façons pour pouvoir l'étendre, ce projet-là, des petites baleines pleines, au plus grand nombre d'écoles possible, parce qu'il y a des besoins dans toutes les écoles, et même les écoles qu'on pense où il n'y a pas de défavorisation. Il y a des besoins quand même. En quantité, ça ne sera pas aussi grand qu'une école qui a une cote de défavorisation élevée, mais dans une école où on dit « dans un quartier riche, tout ça, il y a quand même des besoins. Il faut faire attention, exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est compliqué. Bon, je comprends, il y a un seuil de pauvreté, mais des fois, c'est dur. Quelqu'un, justement, il y a des travailleurs, mais ils sont à côté pour d'autres raisons. Puis c'est ça, faut pas discriminer non, bien, je vais vous donner un exemple. On a déjà eu au partage, puis là, je vais le grossir. C'était pas tant que ça, là, mais une famille qui avait la grosse maison, les 6 voitures dans le stationnement, le chalet, le bateau, les sidous, puis toute la patente. Ils vivaient sur un rythme d'enfer. Les 2 travaillaient dans la même entreprise. L'entreprise a fermé. C'est bien beau de dire, bien là, vends, puis tout ça. Premièrement, si tu vends, des fois, tu vends à perte. Donc, ta BMW, si là, on est dans un marché beaucoup plus élevé, mais à l'époque, la BMW, tu dois 45 000, puis tu peux en vendre juste 30 000. Ça ne t'aide pas, là. Donc, pendant un certain temps,
Là, je le dis, je l'ai grossi. Là. C'était pas si pire que ça, mais pendant un certain temps, cette famille-là, puis c'est une vraie famille qui a utilisé le service d'aide alimentaire. Puis à un moment donné, ils se sont replacés, puis c'était correct. Puis on les a plus revus. Fait que c'est momentané aussi. Exactement. Il faut faire très attention sur le jugement. Il arrive beaucoup de maisons. Tu dis, ouais, mais là, il habite d'une maison. Tu rentres dans la maison, puis il n'y a pas de meubles. On a des personnes âgées qui... ça, c'est triste en tabarouette, par exemple. On a des personnes âgées qui ont vendu leurs électros puis qui ont vendu leur laveuse sécheuse pour se nourrir. Ouais. Fait que tu peux dire, ah ouais, mais ils habitent d'un condo. Ouais, mais il a fallu qu'ils vendent leur laveuse sécheuse. Ça n'a pas de sens. Fait que il faut vraiment faire attention sur le jugement de... Oui, parce qu'il y a des histoires de vie qu'on ne sait pas. Puis, exact. Il y a une histoire... Là, que je raconte souvent, mais c'était pendant la pandémie. À Mercier, il avait ouvert les marmitons. Là, la ville avait parti quelque chose pour faire des repas. Ça existe encore, d'ailleurs. Ça existe encore, ça a perduré. L'idée, c'était sur le moment de la pandémie de faire comme il faut faire quelque chose. Bon. Et ce qu'il me racontait, là, il y avait comme du monde qui chialait parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé avec une voiture de luxe. Puis tout le monde savait, ce gars-là, une grosse maison. C'est un peu ce que tu racontes, mais... Mais il fait, ouais, mais tu sais, c'est ça justement, à sa maison, tu sais, son hypothèque d'un chiffre, tu sais, c'est 5 000 $, le char, les affaires, puis là, sa job a fermé à la pandémie. Exactement. Tu sais, tu ne vendras pas ta maison là, ça fermait, bon, ça ne savait pas quand ça rouvrait, mais en même temps, tu te dis, mais ça va rouvrir, là, je vais revoir ma job, là, c'était pas une. Mais pendant ce temps-là, les paiements continuent à passer, puis les gros paiements. C'est ça, tu sais, fait qu'il dit on discrimine pas, puis c'est ça. Exact, c'est un exemple parfait. C'est vraiment un exemple parfait. Il y avait un autre truc, moi, il y a très, très longtemps, on avait fait une émission qui s'appelait BA, puis on allait faire des bonnes actions. Puis en fait, on allait dans le communautaire, puis on allait faire du bénévolat, puis un peu parler de ça. Puis on avait été avec Châteauguay faire la livraison des paniers. Puis c'était un moment qui m'avait vraiment marqué. Parce que je me rappelle, on filmait, mais évidemment, on ne filmait pas aux maisons. Ils nous voyaient comme se rendre, puis on prenait nos à chaud, tu sais, comment on se vivait. Puis je me rappelle, on était 2. Il y en a une qu'on a vraiment sortie de là un peu chamboulée parce que, au début, on avait été dans les HLM. Bon, tu te dis, bon, oui, OK, évidemment, c'est des loyers modiques, des gens ont moins d'argent, tu t'attends à ça. Puis après ça, on rentre dans un quartier un peu plus aisé, des bungalows. Puis, OK, puis là, tu rentres, un homme mi-quarantaine, il y avait un autre, puis je dépose le truc, il a fondu en larmes, il m'a pleuré. Puis là, je savais pas comment agir. Je n'étais pas vrai à ça. Puis après ça, c'est là que tu réalises, on ne sait pas c'est quoi sa vie. Là. Non, exactement. Il a peut-être perdu sa job, s'est divorcé, il y a comme un chamboulement. Et voilà. Il est en dépression, il travaille plus. Il veut, c'est le premier Noël qu'il veut faire avec ses enfants. Il n'y a pas de bouffe. Puis là, tout tombe parce qu'il a fallu que je demande l'aide. Puis là, il se sent honteux, entre guillemets, mais tout tombe. Puis on est revenu, puis là, le camarade, comment. Puis on était prêt à parler les deux. Je comprends. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais. C'est là que tu fais face à, OK, il y a plusieurs visages à tout ça. Puis, c'est ça. C'est difficile d'aller demander de l'aide. C'est difficile d'aller demander de l'aide. C'est difficile de piler sur ton orgueil. Puis c'est pas pour te le lancer, mais tu sais, juste pour te démontrer comment que c'est difficile. La première année de pandémie, on reçoit quelqu'un qui cogne. On était sur le bord de partir. Puis il y a un papa qui cogne dans la fenêtre de la porte. On était dans l'entrée, peu importe, c'est pas très grave, là, mais fait qu'on ouvre, on dit bonjour, oui. Il dit, je viens demander comment ça fonctionne l'aide alimentaire parce que je suis rendu là, il me reste 2 cannes de tomates dans le garde-manger. Papa monoparental avec 2 enfants. Imagine jusqu'à quel point il a attendu avant d'aller demander de l'aide, comment que c'est honteux, comment c'est difficile de briser ces barrières-là. Puis au partage, on essaie le plus possible de rendre ça, de démocratiser, de rendre ça normal. Tu as besoin, tu viens le chercher. Exact. C'est ça qu'il faut faire. Puis on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs organismes en sécurité alimentaire à travers le Québec qui font la même chose. Mais il faut que ça devienne normal. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être moi. Tu sais, normal, pas qu'il y en ait autant. Là, normaliser l'acte d'aller chercher l'aide, d'aller chercher l'aide. Puis c'est pour ça qu'avec un programme, pour en venir aux petites baleines pleines, ça nous permet d'aller vers les gens plutôt que de les attendre. Ouais. Ça, c'est très important parce qu'on a fait une planification stratégique en 2019, puis c'est un des constats qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on est en attente. On se dit, bien, les gens qui en ont besoin, ils vont venir le chercher. La réalité, c'est pas ça.
Ouais. La réalité, c'est pas ça. C'est que c'est difficile. Alors, on s'est dit, on va développer des choses qui vont faire en sorte qu'on va aller vers les gens. Ouais. Le programme des Petites Baleines Pleines, ça est avec des partenaires, avec les équipes écoles, avec le centre de service, avec Concertation Horizon. Mais ça nous permet d'aller vers des gens qui n'oseraient peut-être pas venir chez nous. Et là, tu m'ouvres un peu la porte parce qu'on l'a comme mentionné avant qu'on filme, mais l'idée de justement de sortir des silos de plus en plus, je le sens dans le communautaire, moi, depuis 13-14 ans que je suis ici. Et plus ça va, plus je vois ce mouvement-là, cette entraide-là entre les organismes qui, avant, c'était pas pour mal faire, mais des fois, c'est que c'est tellement intense, peu importe l'organisme que tu as, la gestion, ce que tu as à faire, que là, tu vois le silo, ton truc. Absolument. Mais je pense que là, de plus en plus, il faut briser on n'a pas tout le choix. Ça, puis faire bouger l'information, faire bouger tout ça, mais je ne sais pas toi comment tu le ressens. Mais c'est intéressant parce que, en fait, moi, le partage, je suis un spécialiste en sécurité alimentaire. Je ne suis pas un spécialiste en femmes violentées, exemple, ou un spécialiste en santé mentale. Par contre, l'objectif, c'est que moi, là, c'est sûr, je vais être chauviniste un peu, mais je dis que la sécurité alimentaire, c'est le centre des problèmes sociaux au Québec. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde va passer par la sécurité alimentaire ou par un organisme. C'est-à-dire, une femme qui a quitté son foyer parce qu'elle était violentée, se retrouve dans un centre d'hébergement, va sûrement faire affaire avec un organisme en sécurité alimentaire. Quelqu'un avec une santé mentale fragile, qui a de la difficulté à vivre en société, va sûrement faire affaire avec un organisme en sécurité alimentaire, etc., etc. Puis je pourrais en dire... Il y a tout le temps, à tout moins, le contre-coup touche. Exactement. Mais ce n'est pas ma spécialité. Ouais. Je vais te donner un exemple très, très concret. Alors, nous, on fait des évaluations financières lorsque quelqu'un fait une demande d'aide alimentaire. C'est-à-dire que la première fois, on ne veut pas qu'il y ait un premier refus. On revient tantôt, la difficulté. Ouais. Tu t'es déplacé, tu as fait la demande, on va te le donner. On va te donner un rendez-vous pour une évaluation financière. Et dans l'évaluation financière, souvent, on s'aperçoit qu'il pourrait avoir des problèmes de consommation. Moi, ma mission, c'est pas qu'il arrête de consommer. Je peux lui faire prendre conscience que si, au lieu de fumer pour 600$ de pot, puis encore là, je vais le grossir par mois, puis s'il en fumait pour 400, il y aurait 200 pour faire l'épicerie. Ça, je peux faire ça. Ouais. Par contre, ce que je peux faire, c'est m'allier avec un autre organisme dont c'est la mission, puis de dire à la personne qui vient chercher l'aide alimentaire, regarde, le jour où tu décideras d'arrêter, ou que tu voudras faire un move, je vais être là. Puis le partage va être là. Puis on va prendre le téléphone, puis on va faire l'appel ensemble. Puis je suis même prêt à aller te porter si tu entres en centre d'hébergement. Fait que là, je parle de consommation, mais c'est la même chose en santé mentale. C'est la même chose au niveau du logement, au niveau de l'éducation. On travaille de plus en plus avec des partenaires. L'éducation, le centre de service scolaire, bon, tantôt, je parlais des micro-ondes, mais à part ça, c'est des décisions de direction d'école, mais on a des super partenariats avec eux. On est en train de développer plein de choses. C'est super important parce que ces jeunes-là, moi, j'ai la prétention de dire, plus on va leur apprendre à cuisiner ou à manger sainement ou à lire une étiquette tôt, moins je risque de les retrouver dans mes services plus tard. Ouais. Donc, ce maillage-là entre les organismes de différentes missions, il est essentiel. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir développer des projets qui sont multitask, là, je vais le dire comme ça, là, qui ne sont pas juste... de l'alimentation, mais qui va faire en sorte qu'on va aller faire une cuisine, exemple à la maison du goéland, qui lui, sa mission, c'est d'accompagner les personnes avec une santé mentale fragile, des choses comme ça. Et puis, ensemble, on va s'assurer que ces gens-là puissent vivre le mieux possible en société. Ouais. Fait que, donc, c'est ça, il y a l'idée des ateliers de cuisine ou de cuisine que vous bougez un peu. Exact. On se promène un peu partout. On a fait, il y a 2 ans, dans des écoles. Là, c'est ça, je parle de ce projet-là avec la Maison du Goéland qu'on aimerait déployer. Donc, vraiment, nous, ce qu'on dit, c'est que notre spécialité, c'est la sécurité alimentaire. Ça touche tout le monde. Fait que... Mais... C'est intéressant parce que, moi, je pense que je suis dans les dernières cohortes qu'il y a eu l'économie familiale à l'école. Là, fait qu'on faisait, mais en même temps, le prof, je lui enlève rien, Joël, faisait ce qu'il pouvait, mais il a comme hérité de ce que c'était le prof d'éducation physique. Oui, c'est ça. L'économie familiale. C'était pas le meilleur cuisinier, puis c'était pas le meilleur toute cette patente-là. Fait que, mon souvenir de cuisiner, c'était, il y avait quelque chose de... On s'amusait beaucoup, là, mais c'était pas nécessairement on n'a pas appris nécessairement des choses vraiment concrètes d'alimentation. Là, c'est on fait une soupe, on fait ça.
Il y avait beaucoup de niaisages sur l'intro, tout ça, mais je trouve ça intéressant peut-être d'avoir quelque chose de structuré, de parler de nutrition, d'alimentation, puis d'amener des petits concepts, commencer à réfléchir comment... Je ne sais pas ce que vous faites dedans. Tout ça. C'est, on cuisine, évidemment, on fait de l'éducation. C'est la même chose dans nos jardins collectifs. Ouais. C'est la même chose dans nos ateliers culinaires, évidemment. Je rêve du jour où je vais avoir un atelier culinaire le samedi matin, parents-enfants, qui va être animé par une personne du partage, mais où le parent et l'enfant, ou le grand-parent et l'enfant vont pouvoir cuisiner ensemble, passer un bon moment, mais toujours en apprenant comment cuisiner. Ouais. Moi, le samedi matin, c'était soit le hockey, où j'ai même suivi des cours de menuiserie, mais pourquoi pas des cours de cuisine. Ouais. Je rêve du jour où on va avoir un camp de jour l'été, où il va y avoir une mixité sociale entre la famille riche puis la famille pauvre, puis où il va y avoir une tarification sociale. Ouais. La famille qui est dans nos services va payer gratuit, puis la famille qui va payer un certain montant. Tu sais. Fait que là, je me suis perdu, je me souviens plus c'était quoi ta question. Non, mais là, on était plus sur les ateliers, mais j'avoue que c'est... Tu sais, parce que je veux dire, c'est le fun de cuisiner. Bien, il faut que ce soit le fun de cuisiner. Il faut que ce soit le fun. Puis justement, en faisant ça, parent-enfant, je veux dire, c'est ludique, tu as les mains dedans, tu fais quelque chose, puis je veux dire, faut montrer que c'est le fun. Moi, j'aime ça cuisiner, je suis pas le meilleur cuisinier. Je dis souvent que je suis un excellent sous-chef. Oui, OK. Ça prend quelqu'un pour... Ma blonde a les idées, mais moi, j'exécute bien, couper les affaires, puis la patente. En fait, la seule truc qui n'est pas le fun, c'est la vaisselle après. Oui, c'est ça. Exact. Mais, regarde. Ouais. Il y a la vaisselle. Ben, c'est ça. Moi, je suis en appart, j'ai pas de lave-vaisselle. Ah, c'est ça. C'est toi le lave-vaisselle. Oui, c'est ça. C'est moi l'affaire. Puis là, des fois, pourquoi tu prends autant de chaudron? Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. On a la même... Moi, j'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle. Ouais, c'est ça. Mais je me dis tout le temps pourquoi tu prends autant de chaudron aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, je veux dire, l'acte de faire ça, puis de manger après, c'est... Il faut montrer que c'est le fun. C'est supposé être le fun. Il y a moyen de le faire aussi sans que ça prenne des heures. Là, voilà, exactement. C'est pour ça. Dans nos cuisines collectives, on est plus sur une période de temps plus grande. Les ateliers culinaires, c'est plus court. Donc, c'est de permettre d'apprendre plus rapidement, je vais le dire comme ça, mais de pouvoir faire des recettes qui sont plus courtes. Mais ça pourrait être aussi qu'est-ce qu'on fait avec un poulet au complet. Ouais. Je veux dire, tu as un poulet, qu'est-ce que tu fais? Oui, OK, il y a la viande blanche puis la viande brune, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec le reste? Bien, il y a d'autres choses à faire avec le reste. Puis je ne suis pas un spécialiste du tout. Là. Mais on a des gens qui sont en mesure de pouvoir offrir cette formation-là. Puis on est en train, en fait, on a un poste ouvert pour un technicien ou une technicienne en loisirs qui va développer tout un volet jeunesse. C'est pour ça que tantôt je parlais, parce que je veux qu'on laisse cet atelier-là, je dis le samedi matin, mais parents-enfants ou grands-parents-enfants, ça prend ça. Ça prend ça. Et là, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais développer? Là, parce que là, il y a beaucoup de choses. Ouais. On a-tu le temps? Bienvenue dans ma tête. Écoute, assurément, du côté des services, ça va prendre des épiceries à tarification sociale. Ouais. Il n'y en a pas sur le territoire que le partage dessert. En fait, l'idée, c'est il y a l'aide alimentaire, puis après ça, il y a l'épicerie. Ouais. Ça prend quelque chose entre les deux. C'est-à-dire que si à l'aide alimentaire, je ne suis pas en mesure de t'offrir ici ce verre d'eau-là, bien, peut-être que je l'aurai à l'épicerie à tarification sociale et selon ton évaluation, il y aura 3 prix sur ce même produit-là et tu vas payer selon peut-être le prix le plus bas ou le moyen, mais ça va toujours être moins cher qu'à l'épicerie. Ce qui fait en sorte que tu vas avoir ton aide alimentaire qui est gratuite, mais c'est 5 $. C'est pas gratuit, là, c'est 5 $. Tu vas avoir une autre option qui va être l'épicerie à tarification sociale. Normalement, avec ces 2 options-là, tu vas avoir plus d'argent pour compléter ton épicerie à l'épicerie. Alors ça, il faut déployer ça, il faut développer ça. Ça prend absolument au moins une par ville parce que les gens qui vivent dans la pauvreté ou qui sont défavorisés ont de la difficulté à se transporter. Puis tu pourras me réinviter pour parler du transport en région. Ouais. Puis on n'est même pas en région, on est sur la Rive-Sud, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, oui, des épiceries à tarification sociale, mais multiplier, j'ai parlé du volet jeunesse, mais multiplier toutes les initiatives alimentaires.
pourquoi pas pouvoir offrir des cours de cuisine haïtienne, rwandaise, congolaise, chinoise, thaïlandaise. Je l'ai dit tantôt, 40% des gens qui ont visité notre aide alimentaire pour la première fois étaient des personnes immigrantes. Bien, je pourrais peut-être prendre, puis je dis pourrais, mais ça a déjà été pensé, on va peut-être le faire éventuellement, mais des Ukrainiens, Ukrainiennes qui pourraient venir offrir un cours de cuisine, etc., etc. Alors, puis multiplier les jardins collectifs, et bien entendu déployer de plus en plus, ou pas déployer, mais de démocratiser de plus en plus tout ce qui est sécurité alimentaire. À ça, si on va un petit peu plus grand, ce qu'on aimerait faire à court terme, puis c'est une initiative du partage avec le regroupement partage sur l'île de Montréal, c'est le grand rendez-vous de la sécurité alimentaire au Québec, qui réunirait l'ensemble des organismes en sécurité alimentaire au Québec, parce que je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu à se parler entre nous, premièrement, parce que c'est pas normal qu'une famille de 2 adultes, 2 enfants à la Prairie en ait plus ou en ait moins qu'une famille de 2 adultes, 2 enfants au Saguenay ou à Huntington. Il y a une différence dans l'offre d'aide alimentaire où il devrait y avoir une plus grande équité. Ça, c'est une chose. Fait qu'on on a à se regarder nous aussi. Mais l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas personne qui nous représente, nous, les organismes terrains, auprès des gouvernements. Ouais. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se parle entre nous, les organismes en sécurité alimentaire au Québec, pour voir si ça vaut la peine. Puis c'est sûr que moi, j'y crois, mais je n'écrirai pas la conclusion de ce grand rendez-vous de sécurité alimentaire-là. Mais peut-être que créer une fédération ou un regroupement national qui va pouvoir parler au nom des organismes terrains, des organismes terrains en sécurité alimentaire. Oui, c'est ça. Je pense que ce serait mieux que le cri vienne de partout. Oui, exact. Parce que je veux dire, même si, bon, d'une région à l'autre, il peut y avoir peut-être des variations, mais je veux dire, le besoin est là partout. Exact. Fait qu'après ça, les détails sont pas grands, mais tu sais, de pérenniser quelque chose, d'avoir comme un bloc. Tu sais, on a la chance, nous, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on a la chance à la Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, d'avoir des épiceries dans lesquelles nous, on récupère puis qu'on redistribue. Mais des épiceries, il n'y en a pas dans des petits villages. Donc, mais il y a des besoins quand même en aide alimentaire dans les petits villages. Donc, il y a une inéquité de là en partant. Là. La quantité à offrir, la qualité à offrir n'est pas la même. Et il faudrait trouver. Et c'est là que peut-être nos amis des Moissons et de Banque alimentaire Québec joueraient un plus grand rôle de redistribution équitable à travers l'ensemble du Québec. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant, au moins que de s'asseoir puis jaser. Oui, exactement. De sortir des grandes lignes puis de voir qu'est-ce qui est faisable après. Là, absolument. C'est le départ de tout ça. Mais je voulais revenir parce que, deux choses, là, mais rapidement, je trouvais ça intéressant l'idée de demander à des immigrants puis de faire le truc parce que moi, je pense vraiment qu'une des façons, en tout cas facilement je ne veux pas utiliser le terme intégration nécessairement, mais de côtoyer en fait d'autres communautés et de se mettre ensemble, c'est vraiment par la nourriture parce que c'est l'affaire la plus de base. Absolument. Et même si les Ukrainiens arrivent ici et sont arrivés dans l'urgence, fait qu'ils ne parlent pas français puis des fois même pas anglais, mais on va se parler par la bouffe. Oui, exactement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, puis au moins il va y avoir ce contact-là. Puis je trouve qu'il y a quelque chose déjà de très beau avec la nourriture. Absolument. Qui est comme on va connecter. Je trouve ça le fun que tu amènes ce point-là parce que dans une maison ou dans un appartement, c'est à quel endroit on a les plus grandes discussions? Dans la cuisine. Normalement. À travers l'îlot ou c'est ça. Fait que, effectivement, ça permettrait ça aussi en plus. Oui, exact. Et je voulais revenir sur la tarification sociale parce qu'on dirait qu'on l'entend de plus en plus. Moi, j'avais reçu, j'ai oublié son nom, mais pour les complices alimentaires, juste un peu ça, l'idée de réutiliser des légumes, des trucs, mais des offrir avec cette tarification-là à 3 stades. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Parce que, tu sais, souvent, on parle, de manière, c'est égalitaire, tu as un prix, mais cette égalité-là n'existe pas si tu n'as pas le même argent. T'sais. Non, exactement. Donc, avoir cette espèce de justice-là, de dire, bon, je paye comment je peux payer, mais l'idée, c'est que, déjà, mettons, les friperies est une façon de chercher l'argent, mais cette épicerie-là pourrait être une deuxième façon. Exact. Si moi, je vais là, puis je paye le prix solidaire, en fait, puis je peux varier les trucs, puis
je vous ai donné l'argent à vous au lieu de M. Weston en Ontario. Aussi, exemple. Mais oui, effectivement, oui, il y a deux modèles. Le modèle de démarrage, probablement que de notre côté, puis on n'est pas encore là, mais on le verra. Ça sera réservé aux gens qui viennent chercher l'aide alimentaire. Donc, l'objectif, ça va être d'arriver flush à la fin de l'année. Ouais. Mais effectivement, éventuellement, c'est de l'ouvrir à tout le monde puis de dire, ben regarde, oui, quand tu viens acheter du linge, on peut acheter de la bouffe avec ça, mais si tu viens acheter dans l'épicerie solidaire avec un prix, comme tu disais, ça nous permet de racheter de la nourriture aussi, effectivement. Exactement. Je trouve ça intéressant. Il ne reste plus beaucoup de temps. Déjà? OK. Déjà. Mais y avait-tu de quoi que tu voulais peut-être mentionner rapidement? Très rapidement, développement au niveau des services communautaires, j'en ai parlé. Développement au niveau de l'économie sociale, on est en grand chantier. Je peux annoncer qu'on est sur le point d'ouvrir une friperie au 10-30. Oh! On est en discussion, on attend le bail, ça s'en vient 2024. Okay. Tout ça pour augmenter les revenus autonomes. On a des plans de construction de logements sociaux, dont des logements qui seraient réservés pour des gens qui sortent des centres jeunesse, où il y a 33 % en fait, ou presque, qui vivent de l'itinérance. Ce serait des logements accompagnés et pas des logements supervisés, en collaboration avec un Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon, avec un cégep de Valleyfield, où il y a un campus à Saint-Constant. Nous, notre objectif, ce serait de dire, quand tu arrives dans ton appartement, on va te montrer comment cuisiner, l'épicerie, etc., etc. Le Carrefour Jeunesse Emploi va faire le plan de vie. Veux-tu travailler ou veux-tu aller à l'école? Puis après ça, je l'ai dit, on est gestionnaire de l'écocentre. Il y a un grand projet d'un nouvel écocentre à Saint-Constant avec un grand centre de tri dans lequel on va, en collaboration, tantôt tu parlais de collaboration avec le centre de services scolaires, où on veut travailler ensemble pour voir comment on peut aider le plus possible les jeunes. Fait qu'on est vraiment, quand je dis qu'on est vraiment en développement, on est vraiment dans des grands chantiers, mais puis des serres, puis des cafés, puis des choses comme ça. Franchement, je te réinvite. Ça va me faire extrêmement plaisir. J'adore parler de sécurité alimentaire. Je pense que ça paraît. Non, exactement, mais je pense qu'on a quand même couvert le sujet. Je te réinviterai. Absolument. Ça va me faire extrêmement plaisir. On dirait que c'est ça. On prendra le temps pour une autre rencontre. Mais merci. Merci à toi. Merci beaucoup.